Un médicament sans DM et un DM sans médicament, ça fait pas sens. Combien de médicaments t'administres avec des DM ? Est-ce que tu peux administrer une chimiothérapie sans DM ? Est-ce que tu peux administrer un vaccin sans DM ? Le DM, il a un impact sur le système de santé. C'est pas qu'un coup. On est présent tout au long du parcours patient. Ouais. On est assez unique pour ça. C'est pas un objectif. Par contre, c'est une responsabilité. On a cette responsabilité de comprendre ce qui se passe et répondre à quelques enjeux, notamment la soutenabilité de notre système de santé. Ouais. Tu passes d'un schéma réactif à un schéma de prédiction qui permet justement à l'anesthésiste de dire attention, dans 10 minutes, tu risques d'avoir un problème d'oxygénation au niveau du poumon. Ouf, ok. Et ça, en fait, ça permet quoi ? Ça permet de mieux prendre en charge le patient. Derrière, ça réduit les temps de séjour, ça réduit les complications post-op. Mais ça aussi, ça sécurise énormément le soignant. Cet épisode a été enregistré avec le soutien de BD France. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Pharma Minds. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être avec Baptiste Chabou, le président de BD France. Bonjour Baptiste. Salut Nathalie, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Je crois que BD, dans le monde de la pharma, tout le monde connaît, sans connaître. C'est une entreprise qui fait des seringues, communément, tout le monde les connaît en officine. Ouais, mais ça va de l'officine au bloc opératoire, ça passe par les robots aussi. Ouais. Donc voilà, je suis ravie de t'avoir ici pour une raison. C'est que, en fait, déjà, tu incarnes un leadership qui est hyper engagé, hyper authentique. Mais aussi, tu as un profil hyper particulier qui est à la fois entre le médicament et le dispositif médical. Tu es très attaché à casser les silos entre ces mondes. Et puis, tu es aussi là pour replacer le patient au centre de la décision. Donc, je crois que cet épisode va être passionnant. Restons déjà sur BD. C'est une entreprise qui est américaine. Exactement. Pour la petite anecdote, tu me racontais que le cœur en fait de l'innovation vient de France, vient de Grenoble. C'est une boîte américaine. Alors déjà, pas tout le monde la connaît. C'est vrai qu'on connaît les seringues, les Plastipacks, c'est assez connu dans la notoriété. Mais on aime bien nous dire qu'on est sûrement la plus française des boîtes américaines parce qu'on est basé à Grenoble et on a un historique depuis maintenant 1958, ancré à Grenoble avec une usine de fabrication de seringues. Et pour la petite anecdote, à la base, ça vient d'un rachat d'une société qui faisait des rayons de roues de vélo. On a pris cette technologie en fait pour créer les seringues hypodermiques. Et puis depuis, pour te donner quelques chiffres, c'est 550 millions de seringues fabriquées par an. Donc ça fait à peu près 2 millions de seringues fabriquées par jour. Oh. Voilà. Mais comme tu l'as dit, BD, c'est pas que des seringues, clairement. Ok. Et tu veux nous faire, tant que tu es dans les chiffres, nous expliquer ce que c'est BD en France ? Ouais, BD en France, c'est déjà à peu près 2600 collaborateurs. Donc forcément, l'usine prend une grosse place dans le nombre de collaborateurs, puisqu'on a à peu près plus de 1800 personnes dédiées à la fabrication journalière des seringues. Mais à côté de ça, il y a aussi toute l'entité en fait, BD France qui commercialise et fait la promotion des produits BD sur le territoire français. Et donc, tu le disais tout à l'heure, on est connu pour les seringues, mais on est sûrement moins connu, et on a un peu de temps pour en discuter, mais on est du diagnostic jusqu'au traitement. C'est-à-dire que d'un prélèvement, d'un tube de sang, jusqu'à un traitement qui peut être un stent, qui peut être plein d'autres choses. Okay. Mais donc voilà, on aime le dire, on est présent tout au long du parcours patient. Ouais. Je pense qu'on est une des rares sociétés, on est assez unique pour ça. On est présent dans l'ensemble des unités de soins. Il n'y a aucune vanité à ça, ce n'est pas un objectif. Par contre, c'est une responsabilité. Okay. Parce que comme on est présent partout, on voit différentes cibles et on arrive à voir notre système de santé dans sa globalité. Donc, on a cette responsabilité de comprendre ce qui se passe et répondre à quelques enjeux, parce qu'il paraît qu'il y a 2-3 enjeux en ce moment, notamment la soutenabilité de notre système de santé, qui est quelque chose de clé, je pense. Donc, c'est un modèle, un positionnement hyper complexe à gérer, je pense. C'est une responsabilité complexe. Le positionnement, je le verrais plutôt comme une chance. Ouais. Au final, comme on est présent partout, on voit des problématiques. C'est unique, en tout cas. C'est assez unique, je pense, et c'est pas en restant assez humble pour BD. On est assez unique, et ça nous permet de voir le parcours dans sa globalité. Donc, de vraiment prendre conscience comment nous, BD, acteurs du dispositif, on peut avoir un enjeu et un rôle fort de transformer le système de santé. C'est vraiment important pour moi. Ok.
Ok, super. Donc c'est effectivement un angle qui est différent, qui est unique. Ça va être canon de rentrer parce que un acteur qui voit tout ça est capable d'apporter. Maintenant, je me pose une question, c'est toi, tu viens d'arriver à la tête de BD Ouais, France il y a quelques mois, ouais, 7 mois. C'était le 7 mois. 1er avril. C'était pas une blague. Donc c'est tout récent. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces leaders pour dire tiens, on a besoin d'une nouvelle génération, Ouais. d'une nouvelle vision à la tête de BD? Qu'est-ce qui Je suis pas dans leur tête, donc je peux te donner moi mon ressenti parce que je suis pas dans leur tête, mais je pense déjà c'est pas qu'une question d'âge. Je pense que c'est plutôt une question d'évolution du marché et de Ouais. besoin. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin en fait de leaders beaucoup plus authentiques, qui n'ont pas toutes les clés, qui n'ont pas toutes les réponses, mais qui ont cette proximité à la fois avec les soignants et à la fois avec les équipes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on crée nos solutions, on crée nos réponses en utilisant en fait le panel d'expertise qu'on a au sein de la boîte Mhm. et aussi en étant proche de nos clients. Parce que l'enjeu, en fait, pour moi, c'est de vraiment comprendre leurs besoins. Donc, tu sais, c'est la fameuse, on t'explique toujours ça et qui est parfois difficile, c'est la fameuse écoute. Et moi, j'aime bien dire, il y a écouter et entendre, c'est deux choses quand même diamétralement opposées. Parce qu'entendre, tu comprends en fait ce que te raconte la personne en face. Et pour moi, c'est ça l'enjeu aussi de mon arrivée, c'est d'être beaucoup plus proche des clients, Ok. d'entendre ce qu'ils disent, d'entendre leurs besoins et de nous BD répondre avec des solutions concrètes à leurs besoins. Mhm. Voilà. Avec un objectif, tu l'as dit en intro, le patient. Ouais. Aujourd'hui, notre seul objectif, ce qui nous drive au quotidien, c'est le patient. On doit mettre des solutions, des produits qui améliorent la qualité de la Ouais. prise en charge des patients Ouais. et ça reste quand même ça reste l'objectif numéro Ouais, un ouais, de qu'en notre toile de système ouais. de santé, c'est Ouais, ouais. meilleure prise en charge Ouais. des patients. Ouais, ouais. Tu dis en toile de fond, transformer le système de santé, mais du coup, c'est une meilleure efficience pour le patient. Pour que le patient ait accès à mieux. Oui, et après, il y a aussi, quand je parle de transformation du système de santé, il y a la soutenabilité de notre système. Mm. Pour nous, Mm. nos générations, et pour les générations qui arrivent, on le voit aujourd'hui, il y a des dettes assez énormes. On parle de 15,4 milliards de dettes. Je pense que tout le monde est aligné sur 40 milliards de dettes à 2030. On a un poids des dépenses de santé dans notre PIB qui est énorme. On va avoir un quart des patients qui vont être sous ALD qui vont représenter 3/4 des dépenses. Il y a un vieillissement de la population. Et on sait tous aussi que les patients de plus de 75 ans, c'est 3 fois, leur dépense de santé est 3 fois supérieure à celle de moins de 75. Donc tout ça doit nous dire qu'on doit être responsable et qu'on doit travailler ensemble pour la transformation du système de santé, mais avec des actions Ok, on va y concrètes. revenir. Ouais. qu'on J'aimerais rester 2 secondes sur ton, j'aimerais rester sur ton leadership accessible. Ouais. Est-ce que tu as des exemples à me donner, concrètement, est-ce que c'est de la présence auprès de tes clients? Est-ce que comment ça se Ouais, alors, concrétise? pour moi, il y a plusieurs points. Il y a déjà l'esprit d'équipe. Ouais. Arriver à créer une équipe Créer des avec collaborateurs, des collaborateurs et puis des expertises diverses, parce que moi, je crois pas dans entre guillemets, dans la stratégie des clones. Il faut avoir différentes expertises, différentes expériences. Et je te le redis, à mon sens, c'est pas qu'une question d'âge. C'est une façon de savoir travailler ensemble, de savoir s'écouter, de savoir capitaliser sur les forces de chacun. Pour moi, j'étais il y a peu de temps dans une journée managériale et je leur expliquais le leadership par la carte. Tu sais, aujourd'hui, quand tu vas quelque part avec ta voiture, tu mets Waze et ça te dit où tu dois aller. Ça, pour moi, c'est le management d'il y a longtemps. Où on disait, Nathalie, il faut aller là, c'est comme ça et tu n'as pas le choix. Moi, aujourd'hui, je le vois plutôt comme une carte routière où tu es à plusieurs, tu regardes la carte, tu prends les inputs de chacun et en équipe, tu avances. Donc, tu n'as pas les réponses à tout. Donc, moi, ça, déjà, c'est un premier point qui est important dans la partie leadership. Je n'ai pas vocation à avoir les réponses à tout et j'ai une certaine humilité qui me dit que je n'ai pas les réponses à tout. Mais par contre, en équipe, on trouve les solutions ensemble. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est plus sur cette capacité à aller en proximité avec les clients, en proximité avec les professionnels de santé, aller écouter réellement, entendre leurs besoins. Et ça aussi, c'est important. C'est-à-dire qu'on est tous dans les grosses entreprises en réunion avec énormément, tu vois, de revues financières, de one-one, etc. Ben moi, mon enjeu aussi, c'est de libérer du temps pour aller sur le terrain. Parce qu'il faut être proche des équipes, il faut être proche des patients. Et en gros, pour moi, la stratégie, elle ne se décide pas face à un ordinateur dans son bureau.
avec un tableau Excel. Elle se fait sur le terrain. Tu as Ça, c'est déjà quelque des chose exemples, un exemple concret? on fait beaucoup de rencontres, que ce soit avec des C-suites hospitaliers, privés, des biologistes, etc. L'idée, c'est vraiment d'être en soutien des équipes, de comprendre bien ce qui se passe et ensuite d'adapter les. J'aimerais juste tu vois, un exemple de quelque chose concret que ça t'a fait finalement découvrir ou mettre en place suite à une rencontre terrain ou des. Oui, c'est peut-être plus dans la façon aussi dont on aborde nos solutions. Et c'est très bien, on a des équipes qui sont expertes, passionnées, engagées. Okay, quand tu es passionné, tu as ce côté où tu es toujours focus que sur ton scope. Tu vois, tu es passionné par quelque chose, tu es très focus dessus, et parfois tu as un peu du mal à prendre de la hauteur. Le fait d'être très proche de ces gens qui sont passionnés, experts, mais aussi de prendre un peu de recul avec des personnes qui sont plus en haut, permet aussi d'adapter le discours et d'adapter nos solutions. Parce que la même solution, et on pourra prendre un exemple concret si tu veux, la façon dont tu le vends peut avoir un impact ou pas. Je prends un exemple. Au bloc opératoire, on travaille sur des standardisations de protocoles pour, par exemple, gagner du temps. D'accord ? Ce discours-là, il marche avec un chirurgien. Tu vas voir un chirurgien, tu lui standardises son approche, donc tu mets du process, tu lui fais gagner du temps. Si tu expliques ça à un directeur hospitalier, ça marche moins. Par contre, le directeur hospitalier, si tu lui dis que dans la standardisation, tu vas générer de l'efficience de coût, de l'efficience aussi environnementale, sur moins de déchets, etc., c'est la même solution. Tu l'as vendu différemment à deux cibles. Pour moi, c'est ça, c'est important de rester très proche de l'expert, celui qui utilise le produit, mais aussi toujours ramener à quel impact ça va avoir au niveau de la direction sur l'accompagnement justement du système de santé, parce qu'on n'est plus dans ce qu'on a pu connaître avec des dépenses qu'on peut, du coup, ça veut dire que vous êtes capable d'avoir les niveaux de preuve en fait, pour ces deux types de personnes. Moi, je crois énormément. Tu sais, avant, on était beaucoup sur le moyen, la stratégie du moyen. Moi, je crois beaucoup à la stratégie du résultat. Donc, ça veut dire qu'il faut montrer des preuves, il faut démontrer ce qu'on apporte, mais il faut aussi regarder les résultats. Ça peut être aussi certaines problématiques où aujourd'hui, on est dans les administrations, en tout cas dans l'environnement dans lequel on est très méfiant par rapport aux études. Parce que le méchant industriel fait l'étude, ou alors, voilà, on veut aller dans cette culture du résultat, de l'impact, mais ça veut dire qu'il faut aussi regarder les études. Ça veut dire quoi ? Avoir confiance ou c'est oui, il faut avoir prendre confiance le temps, oser les faire, c'est ça aussi ? Et c'est aussi, quand tu prends des études et que tu regardes des résultats, c'est aussi savoir regarder sur du long terme. Exactement. C'est-à-dire que tu ne vas pas avoir un résultat fini. Ah non. C'est, j'ai eu cette discussion il y a très peu de temps avec un médecin qui parlait de science, et justement du temps de l'immédiat avec la science, c'est never ending en fait. Voilà. Et nous, on est un peu dans ce schéma-là, c'est-à-dire que on a des solutions qui ont des impacts importants. Ces solutions-là, elles nécessitent un investissement. Mais tout investissement, tu ne peux pas le regarder sur un an. Un investissement, c'est 10, 15 ans. Et des fois, tu as des impacts beaucoup plus rapides, à 3-4 ans. Mais si tu es dans une logique budgétaire annuelle et que tu ne veux pas regarder au-delà d'un an, tu rates 90% de la réponse. En fait, on ne peut pas discuter. C'est-à-dire, je ne peux pas discuter avec toi d'une solution avec un retour sur investissement de 4 ans où tu vas investir sur 10 ans et qu'après, tu vas avoir des vrais résultats si toi, tu regardes que le budget sur un an. Je sais d'avance. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à la fois de la part de l'industriel d'être capable de projeter et de donner une première étape court terme qui rassure, qui va dans une direction, et aussi de la part de la personne en face d'être capable de se projeter et d'accepter un résultat intermédiaire. Exactement. Nous, on doit te donner une solution avec un investissement et un retour sur investissement dans le temps basé sur du résultat, donc des études, mais la personne en face doit regarder aussi sur du long terme. Et accepter le risque aussi. Accepter ce risque de ne pas tout savoir. De toute façon, il y a toujours un risque. Le risque zéro n'existe pas, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant de vivre. Si tu prends zéro risque, c'est inintéressant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi accepter la qualité des résultats et des études. Ok. Valoriser l'existant. Et voilà. Et surtout, se comparer. On n'est pas tout seul en France. On vit pas dans... Il n'y a pas que la France seule dans le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder les autres pays, ce qu'ils font, là où ils en sont, la démarche qu'ils utilisent. Les études qu'ils ont fait, les investissements qu'ils ont pu faire, les réussites et les échecs. On est parfois en avance, parfois en retard, mais on est très centré sur nous-mêmes. On a l'impression qu'on vit dans un monde franco-français, et c'est toujours intéressant. Qu'est-ce que tu observes, par exemple ?
On peut l'observer, par exemple, on parle beaucoup tu vois, de diagnostic, d'anticipation, etc., de ce que nous, on appelle le mass screening, donc où tu viens vraiment dépister. Prévention, dépistage, etc. Mais concrètement, dans les faits, on voit sur d'autres pays, ils ont des cultures de la prévention qui sont largement bien plus poussées que nous. Tu penses à quel pays ? Les pays nordiques, par exemple, qui sont vachement en avance sur ça. Par exemple, sur l'HPV, etc. Nous, on a du mal à avancer là-dessus. Pourquoi ? Parce que la prévention, ça a un coût. C'est sûr, quand tu fais du dépistage massif, ça a un coût. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'investissement, du coup, ils sont à la phase résultat, tout le monde est capable de dire c'était la bonne voie. Et nous, on a du mal à se projeter, à regarder ce qu'ils font. Parce qu'on a du mal à investir, en fait. On a du mal à prendre ce risque, parce que comme on a une contrainte budgétaire, et on est, on est tous conscients de la contrainte budgétaire. Sauf que la contrainte budgétaire, si tu raisonnes sur uniquement de l'annualité, un an, tu peux pas te projeter sur une campagne de prévention. Parce que la campagne de prévention, l'année 1, elle va te coûter très cher, mais ton résultat, tes économies, ton impact, il sera pas en année 1. Du coup, après, c'est les modèles en fait qu'ils ont mis en place pour être capables de justement financer ces investissements et les études sur lesquelles ils ont cru et ils se sont lancés et ils suivent, etc. Voilà ce que je voulais. Bon, super. J'aimerais qu'on revienne sur BD. Toi, tu es là pour... c'est quoi la mission que tu as eue, que tu as reçue ? La mission de président-directeur général, c'est de faire performer l'entreprise, très clairement. Donc, il y a à la fois une partie externe... Et en 2025, c'était... 2025, c'est relancer la croissance, fédérer les équipes et donner une vision aussi claire. C'est-à-dire qu'on doit se recentrer autour du patient. Et la vision, c'est on doit être perçu comme un acteur qui a cette capacité d'accompagner la transformation du système de santé. Ok. Et on n'est pas... Donc ça veut dire... Non, parce que en fait, MedTech, on entend beaucoup parler de MedTech. MedTech, tu peux tout mettre et tout et n'importe quoi dedans, tu vois. Et les dispositifs médicaux, et t'en parlais en intro, tu disais, moi, j'aime bien faire le lien entre le médicament et les DM. Les DM, on est souvent vu comme un centre de... Parce que toi, à la base, t'es pharmacien. Ouais, mais c'est pas pour ça que... Non, mais ça veut dire que tu connais ces domaines. Non, après, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et en fait, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'un médicament sans DM et un DM sans médicament, ça fait pas sens. Combien de médicaments t'administres avec des DM ? Est-ce que tu peux administrer une chimiothérapie sans DM ? Est-ce que tu peux administrer un vaccin sans DM ? 70% des patients qui sont traités, ça vient d'un diagnostic au début. Pour faire un diagnostic, il faut des DM, tu vois, etc., etc. Et en fait, je trouve qu'on donne pas son juste en fait rôle au DM. Le DM, il a un impact sur le système de santé. C'est pas qu'un coût. C'est ça qui est important. Et donc, dans cette logique aussi de prise de poste, c'est comment on arrive à passer du pur produit à une solution. Mais j'invente rien. Hein. Oui, sauf que vous êtes un acteur qui a de la légitimité pour... Après, on est, entre guillemets, un acteur cette responsabilité, crédible, si je peux dire comme ça. Parce que déjà, on est leader dans nos marchés. Et puis, on est pionnier. On est une entreprise, on a plus de 120 ans d'existence. Oui, et puis donc, forcément, beaucoup de métiers. Et voilà. Et ce qu'on disait, on est présent dans tous les lieux de soins. Ce n'est pas une finalité en soi, mais ça donne cette vision et cette responsabilité de... Tu le ressens, ça, chez... Enfin, je ne sais pas si on peut... Allez, si je caricature, si je mets le BD d'avant et le BD de demain, tu ressens cette chose de... En fait, il faut aussi transformer des mentalités en interne, de rendre conscient les gens qu'en fait, ils fabriquent des produits, mais en fait, ils ont une responsabilité plus large. Je pense pas que c'est pas la responsabilité, mais moi, mon enjeu aussi, c'est de faire prendre conscience que tous les matins, quand on se lève, on le fait pour les patients. Et quand tu discutes avec certaines personnes du terrain qui vont dans les blocs, etc., c'est magnifique. Ils le savent. Ils sont passionnés. Ah ouais, mais c'est pas qu'ils le savent, c'est, tu vois, ils le transpirent. Tu vois, ils ont cette énergie au quotidien parce qu'ils ont un sens à ce qu'ils font. Mais ça, on doit le faire plus largement. Et comment on fait bouger les lignes, du coup C'est une bonne question. Comment on fait bouger les lignes ? Je pense déjà, c'est communiquer. Redonner de la vision dans sa globalité. Tu vois, c'est ce que je te disais, cette responsabilité de pouvoir transformer le système de santé, c'est une vision qu'on doit donner parce que c'est une vraie vision. Donc, donner de la visibilité, communiquer, faire prendre conscience aussi de ce qu'on fait. Parce que comme on est présent, c'est à la fois un luxe et une richesse d'être présent partout. C'est difficile. Mais c'est une vraie difficulté. Parce que moi, j'ai pas honte de te le dire, dans l'entreprise, et moi le premier avant,
Je connaissais très bien ma division, mais pas la division de mon copain à côté. Alors que je pouvais être très copain avec cette personne-là. Alors, imagine. Alors, voilà. Donc Dans en fait, c'est créer aussi cette fierté et de l'impact qu'on a sur toute la chaîne. Ouais. Voilà. Et je le redis, en restant humble. Il y a plein d'autres entreprises, etc. Mais c'est bien comprendre comment BD, aujourd'hui, on est capable d'impacter le système de santé pour une meilleure prise en charge des patients. Ça, c'est important. Et aussi, peut-être qu'on en reparlera, mais on a un des piliers qui est très fort, qui est ça fait rire souvent les gens, mais c'est le bien-être des soignants. C'est comment on leur libère du temps, comment on les sécurise dans leur quotidien pour les recentrer sur leur cœur de métier. Parce que c'est un peu ça la problématique. Quand tu discutes aujourd'hui avec n'importe quel professionnel de santé, c'est quoi leur problématique? Ils n'ont pas de temps. Ils n'ont pas de temps. Et puis les erreurs, la charge mentale voilà. la peur de l'erreur. Voilà. Donc, c'est comment on sécurise le patient, parce que ça reste notre enjeu prioritaire, en soutenant ceux qui les soignent, donc les soignants, les professionnels de santé de tout type, pharmaciens, médecins. Ouais. Tu as des exemples là-dessus d'utilisation d'un produit ou je pense que c'est vos axes d'innovation, c'est ça? On a plein. Un bon exemple pour à la fois sécuriser le patient en soutenant le professionnel de santé. Aujourd'hui, on travaille avec des médecins anesthésistes ou des médecins anesthésistes réanimateurs ou médecins réanimateurs. Aujourd'hui, sur des chirurgies qu'on appelle, nous, complexes, des chirurgies qui sont longues, plus de 3 heures, ça peut être des chirurgies digestives, ça peut être aussi beaucoup maintenant dans les césariennes, etc. On a du monitoring, donc c'est du contrôle hémodynamique pour faire très simple, pour pas rentrer dans la technique, c'est comment tu t'assures qu'il y a le bon débit sanguin, mais aussi qu'il y a le bon débit d'oxygène. Okay. Comment tu t'assures que tes organes soient en bon état pendant une chirurgie qui est longue et donc qui impacte forcément ton corps. On a ces contrôles-là, donc ce qu'on appelle contrôle hémodynamique, et on met de l'intelligence artificielle dedans qui permet d'être prédictif. C'est-à-dire que tu passes d'un schéma réactif à un schéma de prédiction qui permet justement à l'anesthésiste de dire attention, dans 10 minutes, tu risques d'avoir un problème d'oxygénation au niveau du poumon. Okay. Et ça, en fait, ça permet quoi? Ça permet de mieux prendre en charge le patient. On sait que derrière, ça réduit les temps de séjour, ça réduit les complications post-op, mais ça sécurise énormément le soignant, tu vois. Et en fait, c'est toujours comme ça. On a toujours ce pilier sécurité du patient, bien-être des soignants. Je peux te donner un autre exemple. L'automatisation et la sécurisation du circuit du médicament à l'hôpital. Les pharmaciens, et du coup, c'est mon côté pharmacien qui ressort, mais les pharmaciens, ils passaient plus de 50% de leur temps à faire des tâches qui, pour eux, qui n'ont pas de valeur ajoutée. Pour moi, le pharmacien à l'hôpital, c'est ce que j'ai appris à l'école, c'est la pharmacie clinique. Tu vois, c'est... tu regardes les ordonnances, tu évites les interactions, tous les risques iatrogéniques, etc. Sauf qu'ils ont un autre métier à côté de ça. Ils doivent gérer la pharmacie, gérer le stock, gérer les périmés et surtout gérer le stock dans les unités de soins. Nous, aujourd'hui, on arrive avec des robots, donc on automatise et on fait le relais entre le robot et des armoires sécurisées dans les unités de soins. Okay. Donc on sécurise toute la chaîne du médicament. Du coup, tu réduis quoi? Tu réduis les stocks. Tu améliores la disponibilité des produits parce que tu as les bons stocks au bon endroit. Tu sais où sont les produits. En cardio, tu as le bon stock et différent d'un autre service. Tu réduis énormément les périmés, tu réduis les erreurs et tu libères du temps. Pas que pour le pharmacien, tu libères du temps aussi dans le service, pour les infirmières, pour tout le monde. Okay. Et en fait, ils ne sont pas là pour gérer du stock, etc. Donc, tu as un impact sur le patient, réduction des erreurs, et tu as un impact sur les professionnels de santé. Et en plus, pour le coup, pour les directeurs hospitaliers, tu as un impact sur l'économie, puisque tu réduis les erreurs, tu réduis le gaspillage et tu réduis et tu libères du temps. C'est le genre d'outil aussi qui est... Enfin, j'imagine que vous avez certainement des choses prédictives aussi sur les ruptures de stock. Exactement, il y a aussi l'intelligence artificielle. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des solutions qui permettent, tu vois, clairement de transformer le système de santé. Et de libérer du temps et de répondre aux problématiques. Les problématiques, c'est quoi? Problématiques financières, problématiques d'efficience, de temps. En fait. C'est de l'efficience. C'est de l'efficience. Okay. Et je fais un petit parallèle pour ma directrice des affaires publiques qui aime bien ça, qui explique ce que c'est l'efficience. Ah bah vas-y. Parce qu'en fait, nous, l'efficience, souvent, on pense que c'est l'efficacité. L'efficacité, c'est atteindre ton objectif. L'efficience, c'est atteindre ton objectif, mais en utilisant la ressource de la bonne façon. Tu la surutilises pas, tu la sous-utilises pas. Et donc là, c'est un bon exemple. Et là, il y a des études, là, il y a des résultats, et il faut juste les regarder. Et regarder ce qui se fait dans d'autres pays, où ils ont des niveaux de sécurisation et de digitalisation du circuit du médicament qui est bien plus poussé que ce qu'on peut faire. Tu penses à qui?
à d'autres pays. Non, mais la D'autres pays, Suisse, ouais, ouais. l'Italie, il y a D'accord. d'autres pays qui sont bien en avance. Mais du coup, ça répond vraiment ouais, aux enjeux actuels et en Ouais. fait, vous vous alignez sur les problématiques du système de santé actuel, mais qui sont en fait les problématiques des soignants, qui sont c'est juste que votre métier dépasse largement, je pense depuis longtemps, dépasse Oui, en fait, largement le fait de vendre un produit, en quoi. fait, on réinvente rien. Ces Ouais. produits-là, alors bien sûr, comme tout le monde, on a des nouveaux produits, Non, mais des vous vous innovations, alignez on à des avance. besoins qui sont ceux-ci, en fait, c'est tout. Exactement. En fait, c'est juste que on n'est pas un poste de dépenses de santé. Ouais. On est clairement, on a les solutions qui permettent de répondre à des Ouais, besoins. Et c'est ouais, pour ouais. ça que je te disais que ça me tenait à cœur. C'est parce que concrètement, aujourd'hui, on est capable de répondre aux besoins. Ouais, ouais. Nous, on a 4 blocs. Donc, c'est la sécurité des patients, Ouais. comme je t'ai dit, le bien-être des soignants libérés de la tâche. Après, il y a l'efficience, on vient d'en parler. Et puis après, il y a l'impact environnemental aussi, qui n'est pas négligeable, parce qu'aujourd'hui, tu peux faire de la clinique en étant respectueux de l'environnement et en travaillant ça. C'est important. On va en parler. J'aimerais rester un tout petit peu sur, tant qu'on y est, sur oui, comment, gérer cette entreprise, gérer BD, gérer une transition. C'est vrai que ne serait-ce que assurer de la cohésion, en fait, dans des équipes qui, je sais pas, je connais pas votre quotidien, de savoir s'il y a beaucoup de réorganisation, de restructuration, mais dans le domaine de la santé, il y en a beaucoup. Donc, ça donne aussi un peu le tournis de savoir, voilà, comment, quand on est une équipe dans ces entreprises, comment se. Bon, déjà, tu parlais de la vision, c'est peut-être ça ouais, après, déjà, qui fédère. le premier point, c'est. Moi, je faisais partie de l'équipe du comité de direction avant. Ouais. Moi, je suis dans une continuité aussi, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que BD, ça a commencé il y a très longtemps. Il y a eu un président qui s'appelait Christian Sieux. Après, on a eu un Nicolas Chandelier qui avait déjà une vision qui nous amenait quelque part. Ça. Donc, moi, je suis dans cette continuité, c'est-à-dire que c'est pas une disruption totale. Donc, déjà, c'est assez rassurant pour les équipes. Ouais. Après, tu parles de réorganisation, de changement de mouvement. Et clairement, comme tu dis, on est dans un environnement qui est en mouvement permanent. Donc, si tu évolues pas avec ton environnement, tu scléroses, quoi. C'est voué à l'échec. Et moi, j'en ai parlé il y a très peu de temps à l'équipe, je prends une phrase que j'aime bien d'un sociologue qui dit quand tu affrontes les enjeux, etc., les évolutions de demain avec les organisations d'hier, tu récoltes en fait les challenges d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette en mouvement. Il faut qu'on se mette en mouvement par rapport à notre environnement, par rapport aux besoins de nos clients, par rapport aux besoins de nos patients et aussi par rapport à nos portefeuilles. On a des portefeuilles produits, on va avoir des innovations. Il faut savoir, c'est de l'allocation de ressources, j'ai envie de te dire. Ouais. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis, d'avoir le besoin aussi, c'est pas pour simplifier la tâche, mais d'avoir une vision long terme. Pour être capable il faut avoir une vision long terme. Mais aussi sur les politiques publiques, sur les. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir cette vision long terme, il faut avoir cette stratégie, que ce soit interne, externe, stratégie de portefeuille, stratégie externe sur les marchés porteurs, etc. On en parlera peut-être, mais on voit qu'il y a un virage ambulatoire. Voilà. C'est pas nouveau le virage ambulatoire, mais ce que je veux dire, c'est que ça s'accélère énormément. Il suffit que tu prennes les chiffres de la HAD, ils explosent. Il y a le vieillissement de la population, donc on sait aussi qu'il va y avoir beaucoup de sorties hospitalières. Ça doit s'anticiper. À côté de ça, il faut aussi de la visibilité sur notre système. Oui, c'est ça, que vous soyez. Ça, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile en tant qu'industriel d'avoir de la visibilité. On parle de PLFSS, on revient toujours au même sujet. Le PLFSS, c'est un exercice budgétaire annuel. Ouais. Ça ne permet pas de te projeter. Ouais. Nous, on travaille, alors ça dépend des sociétés, mais on a des plans à 5 ans. Et aujourd'hui... on ne transforme pas en un an le système, de toute façon. Non, et puis il faut avoir une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Et c'est un peu dommage, tu vois, on entend beaucoup parler de alors qu'on connaît les problèmes qui vont être dans 5 ans. Exactement. Et on connaît aussi les dépenses, on connaît la démographie, on connaît la chronicité des pathologies, on connaît les prévalences. Ouais. Alors, pas parfaitement, mais quand tu regardes n'importe quelle pathologie, tu peux voir les augmentations de prévalence jusqu'à 2030, 2040. Et c'est souvent assez juste, quand même, tous ces systèmes en tout cas, c'est tellement massif, là, on pourrait faire le plan de ce qu'il faut faire. Exactement. Et nous, en tant qu'industriels, on a besoin aussi de cette visibilité-là pour se... Je comprends. Est-ce que tu es déjà là, ça va faire pas tout à fait un an, est-ce que tu es déjà capable de dire... Bon, voilà, là-dessus, on est capable de défier des pronostics. Là-dessus, on est capable de tenir nos promesses. Là-dessus, on est capable de... Ouais, après, c'est nos plans, en fait, c'est nos plans budgétaires, c'est nos prévisions de vente. C'est important. Il y a des choses qui t'ont surprise ? Ou les équipes sont surprises ?
déjà? Je sais pas. Il y a toujours des surprises. Autrement, ce serait pas drôle. Si tu Ouais. prévois tout à 100%, c'est pas bien. Mais non, l'enjeu, c'est de pouvoir être. En fait, il faut être fiable Ouais, dans nos prévisions. déjà. Et ça, c'est important déjà Mmh. juste pour délivrer les produits. D'accord? Plus tu es fiable, plus tu délivres le produit. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que souvent, on revoit ça comme des exercices uniquement financiers. Et derrière l'exercice financier, tu as des exercices logistiques, tu vois, où tu Ouais. dis à la supply chain et aux usines, voilà ce qu'il va me falloir comme quantité pour livrer. Aujourd'hui, là-dessus, on n'est pas trop mauvais. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça nous permet d'avoir cette bonne D'accord. visibilité. Je pense que ce qui est plus difficile, c'est si tu me dis les clauses de sauvegarde, les Ouais. remboursements, les listes en sus, etc. Aujourd'hui, je pense que personne n'est capable de savoir ce qui va se passer. Mmh. Ça, c'est difficile. Ou même, on parlait tout à l'heure d'investissement. Difficile de discuter de l'engagement sur des investissements qui Faire un sont un peu choix. lourds, sur des automatisations, des choses comme ça, parce que c'est des vrais investissements, c'est Ouais. des vrais montants. Tu vois, ça a des coûts. Difficile de savoir si on va vouloir continuer Ouais. à dépenser pour ce type d'investissement. Pour moi, la réponse est il faut, parce qu'on a des études et on voit que derrière, ça génère énormément de coûts, d'économies. Ouais. Mais aujourd'hui, on est trop dans cet exercice budgétaire. C'est difficile pour se projeter et pour avancer sur des Ouais. sujets, à mon avis. Tu sais, on parle de refonte du système de santé, de transformation. Des coupes budgétaires, c'est pas des transformations. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Baisser les prix, c'est pas des Raboter à gauche, à droite, transformations. ouais. Et je dis pas qu'il faut pas baisser les prix, Mmh. mais tu peux pas faire que des baisses de prix. C'est pas possible. Il y a un moment, ça tient pas. Je sais pas si tu as suivi là, les derniers échanges sur le PLFSS. On parle d'un Ondam à 1,6. OK. Non, mais ça veut dire que l'innovation se finance différemment. Avec un 6, tu finances même pas le quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu prends les derniers chiffres de la CNAM. À fin juillet, on était sur du plus 3,3 de dépenses. Mmh. Donc, ouais. Après, c'est chacun son rôle. Hein. Nous, les industriels, on n'est pas là pour. On fait pas de la politique. Hein. Donc, Ouais. on est là pour accompagner le système de santé. Ce que je dis juste, c'est qu'on a des solutions, on a des études, et que si on n'est que dans un exercice un an, bah, tu peux pas investir. Ouais. C'est juste ce que je dis. Ouais, tu me parlais voilà, Faut des regarder plus robots, loin. de l'IA. Tu me parlais, c'est un autre sujet aussi sur lesquels vous avez tu me parlais du vieillissement, Ouais. par exemple. Est-ce que tu veux nous détailler, par exemple, le vieillissement, ce qu'un acteur comme BD, quel regard il peut avoir en fait là-dessus? Tu parlais de retour à domicile, tu parlais Bah, de. je pense que, donc, de toute façon, le vieillissement de la population, on en est tous conscients. Et quand tu as 9% de tes dépenses, c'est 9% de ton PIB qui représente les dépenses de santé, plus ta population va vieillir, plus elle va être du coup malade, plus ça va te coûter cher. Donc, tu dois prendre en charge ces patients-là à domicile et tu dois aussi désengorger l'hôpital. Donc, nous, comment on accompagne les patients sur le retour à domicile? C'est pas que le vieillissement. Ça peut être, par exemple, la chimiothérapie. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, quand tu as une chimiothérapie, tu vas avoir ce qu'on appelle une mise en place d'une approche en voie centrale avec des cathéters qui te permettra après de revenir et de faire tes chimios et de retourner à domicile. Nous, on travaille beaucoup ça, déjà pour accélérer la prise en charge des patients à l'hôpital, pour qu'ils puissent derrière sortir en ville, avec un délai de prise en charge réduit, pour pas qu'ils attendent, pour pouvoir prendre en rapidité. Donc, tu vois, on travaille par exemple des délégations de tâches avec les anesthésistes et les infirmières anesthésistes, les IAD, où elles posent des cathéters donc en centrale pour derrière prendre en charge tout de suite le patient. Et ensuite, quand il arrive en ville, on travaille des outils qui permettent en fait aux personnes qui travaillent en ville de rester en contact avec ceux qu'on D'accord. posait à l'hôpital. Donc, D'accord. tu vois, ce lien ville-hôpital. D'accord. Ça, c'est un premier point qui est hyper important parce que, en gros, faut pas libérer le patient dans la nature. Tu vois, il faut qu'il y ait ce lien ville-hôpital qui existe. Sécurité, On en ouais. parle beaucoup du lien ville-hôpital, il est difficile. Donc nous, on est là aussi, comme on est présent à la fois à l'hôpital, à la fois en ville, pour travailler des outils qui aident, par exemple, l'infirmière libérale, de pouvoir parler avec D'accord. peut-être l'anesthésiste ou l'infirmière l'IAD D'accord. qui a mis en place la voie centrale sur comment évolue mon point de ponction, est-ce qu'il y a des douleurs, est-ce qu'il y a des rougeurs, etc., pour éviter des reposes et éviter des surcoûts, et toujours dans une meilleure prise en charge des patients. Après, sur la partie plus vieillissement de la population, nous, par exemple, on a un produit fort sur l'incontinence pour l'incontinence féminine. Il faut savoir que l'incontinence féminine, le coût, c'est la moitié du diabète en France. On ne se rend pas compte.
On ne pourrait pas croire. Et par exemple, sur l'incontinence féminine, aujourd'hui, tu n'as que 2, entre guillemets, prises en charge. Tu vas avoir des prises en charge non invasives, et ça va être des changes, des alaises, quoi, pour, dans des mots courants, des couches, quoi. Ou alors de l'invasif. Donc les sondes de Foley ou les sondes à demeure qui sont assez connues, avec beaucoup de risques d'infection, etc. Chez les hommes, tu as déjà des solutions non invasives qui existent, comme les étuis péniens, etc. Nous, chez BD, on a un produit pour la femme qui est une solution non invasive. Donc, pour faire simple, c'est une solution qui épouse la morphologie de la femme, avec des tubulures et une voie d'aspiration. Ça permet à la femme, la nuit, de ne pas avoir à se lever. On sait qu'il y a beaucoup de risques de chute, notamment chez les personnes âgées. Et ça permet pendant 12 heures en fait, d'avoir une équité finalement homme-femme avec une solution non invasive qui te permet en fait, de vivre plus correctement à domicile. Voilà, ça, c'est des choses. On a le portefeuille en tout cas. Et on travaille aussi de plus en plus avec les acteurs de la ville. Et ils sont nombreux, les acteurs de la ville. D'accord. Ça peut être les infirmières, les pharmaciens, les prestataires de santé à domicile, les hospitalisations à domicile. Il y a une multitude d'acteurs, les EHPAD aussi, il ne faut pas les oublier, qui sont sur cette prise en charge. Mais aujourd'hui, le marché, il n'est pas encore mature, il va s'accélérer. Donc, c'est encore difficile de prévoir dans 10 ans. C'est quoi l'enjeu ? C'est justement d'être capable de faire ce maillage entre les acteurs ? Je pense que l'enjeu, c'est de ne pas avoir de rupture, entre guillemets, de charge. Tu vois, voilà, il faut prendre en charge le patient et qu'il y ait une continuité jusqu'au domicile, pouvoir continuer à les accompagner. Et puis après, il y a un enjeu de proximité, de qualité des soins. La proximité, d'autonomie et de proximité, parce qu'on sait que c'est ça ce qui est plus compliqué aujourd'hui, mais même dans la santé tout court. C'est la proximité que tu as avec un professionnel de santé. Voilà. Ça, c'est un enjeu qui est, à mon sens, clé pour, pas que pour d'ailleurs le vieillissement de la population. Comment on arrive à garder ce maillage et que tu habites à un point A ou à un point B, tu puisses avoir la même qualité de soins. Pas forcément le cas. Et que tu es à la fois un peu moins besoin et que tu sois proche de quelqu'un. Exactement. Ok. Il y a un autre sujet, je te lance sur des grandes thématiques qui sont un peu des enjeux de santé publique, soit existants, soit... Tu me parlais des GLP-1. Là aussi, BD alors oui, on agit sur la partie... on ne fait pas de promotion de GLP-1, c'est vraiment l'industrie pharmaceutique. Du dispositif médical. On connaît Novo ou Eli Lilly qui font ces produits-là. Nous, donc, tout à l'heure, je te parlais, tu sais, de l'usine à Pont-de-Clay. Donc, on fabrique en fait des dispositifs médicaux à destination de l'industrie pharmaceutique. D'accord, notamment sur ce type de produit, par exemple. Notamment sur ce type de produit, c'est-à-dire des stylos injecteurs, etc. Donc, on les accompagne dans le développement des devices, mais après, c'est eux qui font la promotion, commercialisation. Derrière, tu peux avoir un stylo BD, mais tu ne verras pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ce que tu expliquais. Si tu as un stylo Lilly, c'est écrit Lilly, mais c'est nous qui fabriquons derrière pour eux. Donc, c'est vraiment... nous, on appelle ça en bon français du B2B, business to business. C'est un autre entre sujet. industriels. Et après, c'est eux qui remplissent les stylos. Mais c'est un enjeu fort parce qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de produits biologiques. Les produits biologiques, ils s'injectent. Tu as un enjeu aussi d'observance forte sur ces produits. C'est-à-dire que ton patient, il faut qu'il s'injecte en auto-injection. On parle de stylos avec des aiguilles. Donc, on a un enjeu aussi dans la création du device pour travailler sur l'observance, travailler la facilité d'administration pour une meilleure prise en charge. Et moi, sur le GLP-1, je parle surtout sur la partie des diabétiques parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, le GLP-1, il est fait pour le diabète. Pour le diabète et pour réduire, en tout cas pour retarder la mise sous insuline. Et après, tu peux faire GLP-1 plus insuline, etc., etc. Après, ça a été détourné plus sur la partie obésité, mais voilà. C'est vrai que dans tous les cas, GLP-1 ou pas GLP-1, les produits biologiques, quand tu prends la R&D, alors je ne suis pas un expert, mais l'industrie pharma, il y a beaucoup de produits biologiques. Entre guillemets, la chimie, les molécules chimiques sont un peu... Et du coup, vous avez un regard aussi sur ça, quoi. C'est-à-dire on a plus qu'un regard parce présente. qu'on travaille en partenariat avec l'industrie pharmaceutique pour leur développer les devices. Voilà. Donc nous, on a un enjeu à la fois de qualité, d'innocuité aussi sur les produits qu'on fait, d'efficacité, parce qu'il faut que le produit soit bien injecté avec la bonne dose, etc. Et puis, il y a aussi toujours, on est en pharma, donc un enjeu réglementaire. On doit les accompagner dans l'obtention des AMM, notamment sur la partie device. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a cette usine à Grenoble. Et je pense que ce qui est important aussi, qu'on ne dit pas, c'est cet ancrage fort en France. Au-delà de l'usine, on a le siège monde de cette branche
qui vend justement et qui Ok. développe pour l'industrie pharmaceutique. Et on a la R&D Monde aussi qui est présent à Grenoble. Ok. Donc, on injecte des millions d'euros de R&D par an. Des injectables, ok, dans le monde entier pour. Ouais, exactement. On fait En fait, c'est à la fois pour vous et pour de la prestation faite pour l'industrie pharma. C'est ça c'est vraiment que à destination de l'industrie pharmaceutique. Que industrie pharma, ok. Voilà. Donc, D'accord. on fabrique D'accord. vraiment seringues, stylos, qui Ok. seront pré-remplis par Ouais. l'industriel. Ouais. Donc, je te prends l'exemple des vaccins, l'exemple, Ok. tu prenais des GLP-1, des insulines, tu peux avoir des anticoagulants, des anticorps monoclonaux. Ok. Donc ça veut dire que vous êtes au courant en fait de ces enjeux, de ces problématiques, que vous les voyez par un spectre industriel Exactement, et, c'est un et spectre territorial, industriel. quoi. Ouais, Exactement. après, ok. Voilà. Et l'usine fabrique pour le monde entier. Ok. C'est pas la seule usine, mais elle fabrique pour le monde entier. Donc D'accord. ça donne cet ancrage fort français qui est important. Puis bon, je pense qu'il faut aussi être fier d'avoir autant d'employés en France, autant d'investissements et aussi Je sais autant pas de si tu l'as recherche. dit, ça représente combien de. Je l'ai dit tout à l'heure, on est sur l'usine, on est à peu près à un peu plus de 2000 personnes. La R&D, c'est un peu plus de 30 millions d'euros investis chaque année, Ouais. que sur cette partie. La R&D Monde, autrement, surtout BD, Ouais. c'est 10% du chiffre. Mais donc voilà, on est un vrai Et en acteur termes de chiffre fort. d'affaires, pour vous, c'est combien Sur le sol français, c'est 1 milliard. 1 D'accord. milliard que l'usine et un peu plus d'1 milliard, quasiment 1,5 milliard sur la Revendu globalité. pour le monde entier, ouais. Du coup, c'est le savoir-faire de la région de Grenoble. Ouais, on est très fiers Comment de notre histoire, quoi, de notre Comment ancrage. vous le défendez? Comment on défend notre savoir-faire? Je pense que pour bien défendre ton savoir-faire, c'est de continuer l'INO. Aujourd'hui, on a une R&D qui développe beaucoup de produits à Grenoble au sein de chez BD et qui est connu et reconnu dans le monde entier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le siège monde il est à Grenoble, les fonctions stratégiques, les fonctions marketing, les fonctions R&D. Et donc, Ça attire, ouais. Ouais, ça attire, clairement. Et pas que pour les montagnes et pour le Pas ski. que pour le ski. Mais après, il y a tout un écosystème aussi à Grenoble de tech, santé ou pas santé, qui est aussi assez présent. On a souvent une mauvaise image de Grenoble par les médias, mais il y a un vrai bassin de tech à Grenoble. Et donc, BD en fait partie, forcément. Alors, on est un gros acteur, mais on n'est pas les seuls. Et vous arrivez à rester compétitif par rapport à d'autres usines qui sont dans des endroits où la main-d'œuvre est plus accessible? Je pense qu'il y a deux choses à regarder. C'est que tu as le coût de la main-d'œuvre, le coût des taxes, etc. On connaît la France. Après, on reste compétitif parce qu'on fait des technos de pointe. Ouais. Donc, on est sur de la recherche de pointe et des technos de pointe. Donc, ce qui se fait à Grenoble, c'est souvent, on va dire, le haut standard qualité de ce qu'on peut faire. Donc, sur vraiment les médicaments qui vont être les plus sensibles en termes d'innocuité, etc. Donc, dès que tu es sur de la techno de pointe, tu peux rester compétitif en France. Après, je pense que ce qui est plus difficile, c'est quand tu fais plus de la commodité. Mais j'ai pas l'expertise. D'accord, d'où ce positionnement en fait qui est aussi à préserver, en fait, d'aligner l'innovation, techno de pointe, innovation, R&D, d'aligner aussi pour des produits de haute qualité. Une attractivité, ok. Clairement. C'est un argument face aux décideurs publics d'avoir 2600 personnes à Grenoble ou... J'espère bien. Non, mais forcément, je veux dire, nous, on est fiers d'avoir autant d'emplois, on est fiers d'avoir une entreprise qui chaque année... Sur l'innovation en plus. Voilà. Ce qu'il faut voir, il y a un chiffre qui est intéressant, j'en discutais il y a peu de temps. Tu sais, à l'usine, 40% de nos employés, ils ont plus de 10 ans d'expérience. 40%, plus de 10 ans. Ouais. Donc, tu vois, c'est ce savoir-faire, c'est un peu, tu vois, si on n'est pas fier de ça et qu'on ne valorise pas auprès des pouvoirs publics sur le fait qu'à la fois on investit, mais à la fois qu'on a une expertise, un savoir-faire, ce serait dommage, non? Donc, c'est quoi les innovations là, de BD sur 2026? C'est quoi? Ça sera quoi les 3 choses que... C'est difficile de te répondre à ça parce qu'on en a plus que 3. Mais je pense que pour essayer de te faire des gros blocs. Les 3 choses qui vont faire sensation en 2026 pour BD, pour savoir... c'est peut-être pas forcément des choses issues de ce centre de Grenoble, mais... Non, je pense qu'il y a 3 gros blocs. Tu vas avoir un bloc plutôt autour de la connectivité, interopérabilité du digital. Ouais. Donc, je te prenais l'exemple de l'automatisation des médicaments. Comment tu arrives justement à connecter tout ça. Ça, c'est important. Tu vas avoir toute toute l'intelligence artificielle prédictive.
ce qu'on va mettre dans nos dispositifs connectés, qui vont aider à avoir un coup d'avance et de passer du réactif au prédictif. Et après, on parlait de la partie administration et auto-administration, puisque les patients sortent chez eux. Et ben, il y a comment tu vas accompagner justement ces patients à s'auto-administrer plus facilement les produits pour une meilleure observance. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu parles médicaments, l'observance, c'est clé. Tu peux avoir la meilleure ligne thérapeutique, le meilleur traitement. Si ton patient il n'est pas observant, tu n'auras pas d'impact sur le traitement. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Ok. Après, je ne peux pas te donner toutes les inos, quoi. Non, mais du coup, je comprends à la fois... Après, à plus long terme, il y a un truc qui est important aussi, je pense. On en parle peu, surtout en France. Il y a tout ce que nous, on appelle... je suis désolé, je donne plein de termes américains, mais le point of care. Comment, justement, on arrive à l'accessibilité à la fois du diagnostic et des prises en charge tu vois, pas forcément à l'hôpital. Et ça, le point of care, c'est quelque chose qu'on souhaite aussi développer et qu'on travaille beaucoup, notamment aux US. Ok, par exemple, c'est à horizon quoi ? Par exemple, c'est, tu sais, aujourd'hui, quand tu veux avoir un bilan sanguin, tu dois te faire prendre une prise de sang, etc. Tu peux avoir une prise de sang par capillarité au bout du doigt qui va te donner après sur des... Alors, c'est mini gouttes de sang, mini tubes, mini machines pour un rendu de résultat très rapide, donc un temps rendu de résultat rapide sur quelques constantes. Ça ne te donnera jamais tout, mais ça te permet une première prise en charge et une rapidité de prise en charge. Parce que je pense que c'est aussi ce qu'on recherche aujourd'hui. L'accessibilité aux soins et un temps de rendu de résultat assez rapide. Voilà. Mais point of care, je peux te donner un exemple. Aujourd'hui, en officine, les pharmaciens d'officine ont plein de nouvelles missions. La vaccination, les TROD, les cystites, les choses comme ça. Ça, c'est du point of care. Tu vas accéder rapidement à quelque chose où 10 ans en avant, il fallait que tu ailles d'abord avoir une ordonnance, puis ici, puis ça. C'est vraiment une prise en charge plus rapide des patients. Mais on en est encore loin en France. Et je pense que c'est important pour se projeter à plus long terme. En fait, c'est la direction que ça prend. La raison de le faire, c'est surtout désengorger en fait, les cabinets médicaux et en deuxième lieu aussi baisser les coûts. Baisser les coûts, prise en charge plus rapide et désengorger pour concentrer. On est toujours sur cette logique. Concentrer nos professionnels de santé sur les fortes valeurs, les tâches à forte valeur ajoutée. Et être capable de prendre en charge tout le monde. Ouais. Exactement. Ouais. Ok. Tu peux me parler un peu de RSE ? Il nous reste quelques minutes. J'aimerais que tu me dises, est-ce que c'est du greenwashing ou pas ? C'est marrant si tu dis RSE et greenwashing. Déjà, dans la RSE, il n'y a pas que green. C'est vrai que ça peut être social. Oui, c'est quand même social. Nous, nous, en interne, parce qu'il faut commencer par soi, on travaille énormément sur tout ce qui est inclusion, diversité, au sens large, le handicap, les religions, les orientations sexuelles, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Ouais. Et quand je te parlais, tu sais, tout à l'heure d'équipe, de diversité d'équipe, diversité de profil, c'est aussi, pour moi, c'est aussi d'ancienneté aussi. D'ancienneté, etc. Tu vois, c'est aussi de la RSE. La RSE, c'est pas que l'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on travaille depuis des années. On est connus pour ça. Okay. Et le mieux, c'est de demander, je pense, aux employés, cette culture de l'inclusion diversité au sens large, elle est très présente chez nous. Tu peux me parler un peu de la culture chez vous ? Tu veux que je te parle de la culture ? Ouais. Du coup, c'est quoi ? Non, mais c'est quoi qui fait ? J'ai pas fini sur c'est pas RSE. Non, on va y venir après, mais du coup, tu veux pas y venir tout de suite, donc parlons de la culture. Non, mais la culture d'entreprise, c'est plus loin. On a une culture. On est une entreprise américaine, donc on a une culture du résultat et de la performance. Okay. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais on a cette culture aussi du patient, cette culture de l'impact et cette culture de la diversité. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'il faut avoir des profils qui arrivent de divers horizons. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, c'est assez simple pour nous. Parce qu'on est tellement présente partout qu'on a des cultures très différentes. Ouais. Au bloc, c'est pas le même métier qu'en diagnostic, qui n'est pas le même métier qu'à la pharmacie. Donc, et les gens bougent. Et ça, c'est pas un mythe. Et ça, c'est assez connu chez BD. C'est-à-dire que moi, tu prends mon équipe de direction, dans les directeurs d'unité, je ne peux pas te dire de bêtises, je pense, mais ils ont tous fait à minima 2 ou 3 divisions. C'est-à-dire qu'ils ont cette culture. Ils ont cette culture, cet environnement, et ça permet d'apporter pas mal de choses. Et après, forcément, la culture de l'impact, la culture
voilà, de quel impact pour le patient, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Ok. Voilà. Et de l'inno aussi. D'accord. Voilà. Et après, donc, pour revenir au greenwashing, non, je pense que ce qu'il faut... la clinique reste toujours prioritaire. D'accord. Je te taquine sur le greenwashing Non, parce mais que, moi, j'aime bien. parce que Tu voulais dire non ça parce qu'on vient non, de Grenoble, pareil. non, On a cette culture. non, mais parce que tu me dis que effectivement transformer le système de santé, c'est aussi prendre en compte ce paramètre écologique. Le dispositif médical, c'est quand même, enfin, autant que la pharma, j'ai envie de dire, mais c'est hyper exposé par rapport à ça, Clairement. parce que forcément, il y a beaucoup d'usages uniques. Donc, ce que j'aimerais, c'est juste une réponse sincère de me dire, OK. En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que. Je n'attends pas la perfection en face, mais j'attends de savoir comment on regarde ces sujets. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'on a une part de responsabilité énorme. On doit toujours mettre la clinique. Après, c'est votre métier. Je veux dire, il faut bien que quelqu'un le fasse. On doit toujours mettre la clinique en priorité, la qualité des soins, mais qu'on ne peut pas non plus se cacher derrière ça. Tu ne peux pas dire, sous prétexte de la qualité des soins, je regarde pas du tout l'impact sur l'environnement. C'est plus possible. Et tu le vois d'ailleurs, j'ai envie de te dire, BD ou pas BD, tu le vois dans les critères d'appel d'offres. Aujourd'hui, dans les critères d'appel d'offres, le critère RSE au sens large, il est de plus en plus important de partout. Et avant, il y a quelques années, certains appels d'offres le comportaient avec des pondérations faibles. Aujourd'hui, tous les appels d'offres l'ont avec des pondérations fortes. Donc nous, après, notre enjeu, c'est d'accompagner nos clients sur la réduction des déchets aussi. Et donc, c'est quoi? C'est de la standardisation des process, éviter au maximum la surutilisation, donc travailler sur toute la réduction des coûts. Après, tu as le développement aussi des produits. Donc, en fait, tu peux travailler au niveau de l'éco-conception, tu peux travailler au niveau de la standardisation des process, tu peux travailler au niveau des erreurs. Et donc, tu sais, je pense que tu sais pas, ça c'est intéressant, je voulais te le dire. 90% des patients qui rentrent à l'hôpital ont un cathéter. Est-ce que tu sais le nombre de tentatives pour mettre un cathéter? Je sais pas, 2, 3. Pas loin. 2, 8. Ouais. Et donc, travailler, tu vois, sur la qualité, éviter les reposes, etc. Bah, ça, c'est aussi... oui, bien sûr, ça commence par ça. Ça commence par ne pas gâcher. Tout à l'heure, on parlait d'automatisation du circuit du médicament. Ça réduit il faudrait que je te redonne le chiffre concret, mais je crois que c'est de quasiment 50% le gaspillage. Péremption, des stocks dormants. Ah oui, parce que si tu n'as pas de visibilité... stocks dormants, péremption, ok. Si tu n'as pas, tu vois, une interopérabilité entre tes armoires... d'efficience, quoi. C'est de l'efficience. Donc, tu as du stock qui dort, donc tu as des périmés, et tout ça, ça a un coût. Ça a un coût sur... un coût énergétique, je veux dire. Tu dois les brûler, etc. C'est des périmés. Donc on joue à différents niveaux. Et après, bien entendu, on joue aussi dans les usines, on décarbone au maximum. Si un jour tu as la chance de visiter l'usine de Grenoble, on a un parking immense où c'est que des panneaux photovoltaïques qui permettent... Voilà, quoi. Non, c'est quelque chose qui est pris à très haut niveau. C'est dans la stratégie monde du groupe. C'est repris au niveau Europe. C'est repris au niveau des pays. En fait, aujourd'hui, on ne peut plus se passer de ça. Donc, pour moi, c'est pas... Donc, c'est lié aux appels d'offres. C'est les appels d'offres qui ont fait, en fait, le rétro-loop ou ça s'est passé en même temps ce serait un raccourci de dire que c'est à cause des appels d'offres. Parce que si vous êtes déjà prêt, c'est que vous l'avez déjà fait depuis longtemps. C'est plutôt maintenant comment on fait pour valoriser ce qu'on fait dans les appels d'offres. Exactement, c'était aussi ma question. C'est d'avoir, ça coûte plus cher, forcément. En fait, on n'est pas très bon parce que, si tu veux, nous, on a travaillé... À long terme, non, ça coûte pas plus cher pour personne, mais il y a une transition à effectuer. Tu as toujours un investissement à faire. Bien sûr. Tu as un investissement à faire, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut qu'on arrive à valoriser ça. Et aussi, il faut qu'on soit... je vais peut-être aller sur un terrain qui est un peu glissant, mais il faut aussi qu'on soit aussi responsable et qu'on ait un discours cohérent. C'est-à-dire qu'en France, on parle beaucoup de souveraineté, majoritairement européenne. D'accord ? Aujourd'hui, on voit combien de services qui achètent des produits faits en Asie parce que c'est moins cher. Tu vois ce que je veux dire ? On n'est pas cohérent. Oui, le patron d'Uniachat était ici il n'y a pas très longtemps. Et il m'expliquait que on ne choisit pas forcément une entreprise comme ça parce qu'elle est française. Donc voilà. Il y a la sécurité de l'approvisionnement qui est importante. Tu parlais d'Uniachat, on collabore avec eux sur ce genre de projet. Comment on sécurise l'appro, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi être cohérent dans les stratégies, c'est-à-dire que forcément, quand tu fabriques en Europe, quand tu mets des stocks de sécurité, quand tu fais attention à tout ce que tu fais à la fois sur le RSE dans sa globalité, et ça a forcément un coût, tout ça. D'accord ? Donc après, on peut aller acheter au moins cher sur les produits asiatiques, mais quel est l'impact ?
Voilà. Donc, je Oui, pense mais que après, c'est la important. sensibilité. Enfin, ok, il y a l'appel d'offres et après, il y a la sensibilité du soignant. En général, il fait Oui, pas gaffe forcément à ça. Ouais. sauf qu'entre nous, le soignant, il est pas toujours au courant de tout. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es soignant, Ouais. tu as le dispositif qu'on te met à disposition. Tu as ton mot à dire à un moment dans les phases de test, etc. Ouais. Mais c'est quoi? Ce serait, à mon avis, se tromper de penser que le soignant, il sait Oui, ce non, mais qu'il c'est pour ça utilise, il que n'a pas même le le patient, temps. même le patient ne sait pas. Ah, Enfin, même, voilà, enfin, j'avais aussi cette discussion sur tu, l'étiquette, la provenance d'un médicament. C'est demain, le siège à Paris, quoi. Demain, tu vas à l'hôpital, Mm. on te met un cathéter, tu vas pas savoir si c'est un BD. Tu as Oui. une chirurgie longue à risque, tu Et vas pas savoir si tu es suivi avec un contrôle hémodynamique ou pas. Et pour moi, ça, c'est un autre point qui est important, c'est que on doit travailler, je pense, dans le système de santé à une certification qui, toi, patient, t'assure que quand tu es allé, tu as eu le process comme il est défini et une transparence. Aujourd'hui, tu n'as pas cette transparence. Ouais. Après, c'est dans la précision du détail. Mais tu penses qu'il faudrait, Certification et être transparence, j'y capable crois de. D'accord. énormément parce que je te dis aujourd'hui. Ok, ça veut dire refléter en fait un engagement d'un centre de soins, quoi. Ouais, exactement. Ok, et une conduite particulière. Exactement. Mais Ce qui idem, ça permettra se valorise d'aller. pas. Bah, si, ça peut se valoriser parce que tu as des Avantage concurrentiel certifications, certification de ok. ce que tu fais. Donc, Mm. qui dit certification dit des audits aussi pour contrôler. Transparence par rapport à la fois aux payeurs, mais aussi aux patients. Patient, ouais. Transparence sur ce que tu as eu, sur les produits que tu as eu, les actes que tu as eu, le process que tu as eu, la standardisation ou pas de ton protocole. Et après, Ok. c'est du paiement on en parlait, c'est la culture du résultat. Mm. Normalement, ça Aujourd'hui, doit se voir au final, ouais. si tu as le bon protocole et la bonne Ouais. certification, oui, ça Ouais. devrait se voir au final. Ouais. Mais on en est loin. Ouais. Ok, bah je voulais te poser les questions d'une vision 2030, c'est peut-être ça qui rentre là-dedans? Ouais, je pense que c'est important. Pour moi, il y a cette notion de transparence pour le patient sur quel produit, quel acte, quelle standardisation. Ok. Prévision à 2030, je te disais, moi, je pense beaucoup à la partie connectivité, digitalisation qui est importante. On est un peu en retard en France. Ça part tout simplement à l'hôpital de la prescription connectée. Voilà, Ouais. un truc basique. Et qui permet en fait derrière d'interconnecter tous les systèmes parce que aujourd'hui, l'hôpital, et pas que l'hôpital, d'ailleurs n'importe quel lieu de santé, c'est une mine d'informations. Donc il faut faire hyper important parce que c'est de l'information perso. Mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces datas-là, elles peuvent être utilisées au service du patient. Quand tu as toutes les datas, tu peux faire de la prédictibilité, tu peux faire tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas encore le cas. C'est On est en les retard. prémices, ouais. Ouais, c'est les prémices. Mais il y a quand même des signaux assez forts. Tu vois, nous, on travaille avec certains centres hospitaliers qui ont mis en place la prescription connectée. D'accord. On travaille la digitalisation du préanalytique. Donc, prélèvement sanguin qui va jusqu'au tube, tu vois, dans les tubes et qui vont sur les chaînes de biochimie. Parce qu'en fait, 60% des erreurs de diagnostic, elles proviennent de cette phase préanalytique. C'est là où la phase préanalytique, ouais, c'est là où tu peux te tromper sur l'ordre des tubes, le remplissage des tubes, l'étiquetage. D'accord. Tu sais que 50% des erreurs dans le préanalytique, ça vient d'un problème d'étiquetage. Ouais. On étiquette encore à la main. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir ton petit tube avec écrit Nathalie dessus. Et nous, on travaille une digitalisation de ce parcours-là. Donc, c'est-à-dire, c'est tout bête. Hein. Nos tubes, ils ont juste un petit QR code qui permet de tout digitaliser. C'est-à-dire que tu as la prescription qui est connectée, une prescription à un patient. Les tubes qui sont rattachés au patient. Par exemple, l'infirmière, si dans son sens de prélèvement, elle n'utilise pas le bon tube et elle bip un tube qui n'est pas le bon, ça veut dire attention, c'est pas le bon. Donc, tu vois, réduction des erreurs, réduction du temps de rendu de résultat. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas bien prélevé, tu dois reprélever. Donc, ça a un coût. Tu dois attendre aussi pendant que tu es reprélevé, etc. Donc, tu vois, tout ça est fait que pour moi, je crois à la vision à 2030, à cette digitalisation dans sa globalité du soin. D'accord. En se disant qu'il y aura des moyens de financement et que ça sera valorisé quelque part. En fait, c'est toujours pareil. C'est comme tu réduis les erreurs, tu réduis la réutilisation, etc., tu fais des économies. Et en fait, tout ne coûte pas forcément toujours plus cher. Oui.
Enfin, il y a aussi les changements de mentalité à intégrer Oui. là-dedans, à faire Et de des priorité aussi, changements, de faire exactement. entrer. Mais Mais je pense qu'aujourd'hui, ouais, la data, elle est clé dans la prise en charge des patients. même pour un acteur de DM. Surtout pour un acteur de DM. Surtout. Parce que comme on a des dispositifs qui sont connectés, Mhm. ça veut dire qu'ils génèrent beaucoup de data. Mhm. Et on peut générer des data. Comme je te le disais tout à l'heure, on peut mettre de la partie intelligence artificielle, on peut faire du prédictif. Et en fait, c'est une évolution de la médecine. On parle beaucoup de médecine personnalisée, etc. Mais pour moi, c'est ça. C'est de la médecine prédictive, Mhm. basée sur des algorithmes, avec la data du patient. Mhm. C'est ça, Et le la matériel médecine lié, ouais, ok. et le matériel lié. Ouais, ok. C'est aussi ça, la médecine personnalisée. Ouais. Mais du coup, ça montre que. C'est pas que le médicament fait sur mesure, entre guillemets, comme ils disent, en fonction de la partie génotype, etc. C'est aussi comment Ouais. on utilise ta propre data pour faire du prédictif, pour personnaliser ta prise en charge. Non, mais voilà, je suis en train de réfléchir. C'est vrai que versus quelqu'un qui fait une seringue low cost, c'est incomparable en fait, ces deux types d'acteurs qui se dessinent. Je sais pas, on fait pas de low cost. Non, Je me mais compare. je veux dire que en fait, les acteurs changent complètement. C'est-à-dire que un fabricant de DM n'est plus fabricant et se doit d'apporter de la data pour être capable d'avoir un impact global sur Exactement. un système de santé, quoi. Ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça revient à, c'est plus qu'un seul c'est pas qu'un produit. Ouais. Voilà, c'est une solution dans sa globalité qui aide la prise en charge, la prise de décision, la rapidité du diagnostic, tout ce que Ok. tu veux. Bon, merci beaucoup, Baptiste. C'était canon. Moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que c'est fascinant de voir qu'à la fois le leadership et les solutions technologiques doivent être accompagnées par un leadership qui est fort et qui est engagé. Et surtout une lecture assez, je sais pas si c'est acerbe, des enjeux de notre époque Ouais. pour être capable d'y répondre. Si nos auditeurs ont envie de te poser des questions, où est-ce que tu veux les rediriger? Me poser des questions en direct? Ouais. On peut me contacter, Ou je sais pas, s'ils ont des questions sur LinkedIn. sur BD. Je pense que c'est ça le plus simple. Après, sur BD, on a un site internet, etc. Mais pour poser des questions en direct, ouais, je pense que En tout cas, c'est la magie des réseaux sociaux, là, c'est pas ça qu'on est. c'est fascinant de voir qu'on a un acteur qui peut être à la fois global et ancré localement. Ouais, ça, c'est fort pour nous. Ouais, c'est important. Ça Ouais. fait notre fierté et je pense qu'on doit tous être un peu fiers d'avoir des acteurs forts sur le territoire. De jouer puis, un gros game. Et puis, on voit que c'est possible. Dans le temps. C'est ça aussi qui est important, c'est de tenir dans le temps. Merci. Merci, Baptiste, Nathalie. à bientôt. Salut. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode et merci d'être toujours plus nombreux à suivre Pharma Minds. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour ne pas louper la sortie des prochains épisodes, rendez-vous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.